À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le monde fut horrifié de découvrir l'ampleur du crime perpétré par le régime nazi. Le massacre systématique de millions de personnes, principalement des Juifs, perpétré avec une froideur bureaucratique défiant l'entendement humain. Cependant, ce qui fut connu pendant des décennies sous le nom d'Holocauste n'était pas seulement un processus d'extermination. Il s'agissait aussi, dans sa phase finale, d'un effort méticuleux pour dissimuler les preuves de ce crime. L'opération 1005, également connue sous le nom de Sonderaction 1005, était une mission secrète du Troisième Reich visant à effacer les traces physiques du génocide. Entre 1942 et 1944, alors que la guerre commençait à se retourner contre l'Allemagne, le haut commandement nazi ordonna l'exhumation et l'incinération de millions de cadavres, la destruction des chambres à gaz, des crématoires et des documents, ainsi que l'assassinat des témoins. Ce plan, sinistre dans sa conception et son exécution, représentait l'étape finale d'une machine de mort qui cherchait non seulement à exterminer ses victimes, mais aussi à effacer toute trace de leur existence. Opération 1005, la sinistre opération nazie visant à détruire les preuves de l'Holocauste. À la mi-1942, le régime nazi avait déjà réalisé des progrès significatifs dans la mise en œuvre de la solution finale, le plan systématique d'extermination des Juifs d'Europe. Des millions de personnes avaient déjà été assassinées dans des camps d'extermination tels que Belzec, Sobibor, Treblinka et Auschwitz, Birkenau, ainsi que lors des fusillades de masse perpétrées par les Einsatzgruppen à l'Est. La machine de mort fonctionnait avec une précision industrielle et la confiance du régime en la victoire était telle que les responsables se souciaient à peine des preuves qu'ils laissaient derrière eux. Mais cette attitude allait radicalement changer. Le 22 juin 1941, l'Allemagne nazie lança l'opération Barbarossa, envahissant l'Union soviétique. Durant les premiers mois, les progrès furent significatifs et s'accompagnèrent d'une campagne d'extermination brutale contre les Juifs soviétiques. Mais fin 1942, face à l'impasse sur le front de l'Est et à l'effondrement progressif des lignes allemandes, les dirigeants du Troisième Reich commencèrent à craindre les conséquences de leurs crimes si la guerre ne se terminait pas par une victoire rapide. La possibilité d'une défaite ne semblait plus impossible. C'est dans ce contexte de préoccupation croissante pour la préservation du secret de l'Holocauste que l'opération 1005 fut conçue et lancée. Le responsable direct de cette mission était Paul Blobel, un officier SS qui avait ordonné des exécutions de masse en Ukraine comme celle de Babi Yar, où plus de 33 000 Juifs furent assassinés en seulement 2 jours. Blobel connaissait parfaitement les méthodes d'extermination et la logistique des meurtres de masse et fut donc choisi par Heinrich Himmler pour diriger une opération spéciale dont la tâche ne serait rien de moins que de faire disparaître les corps des victimes de l'Holocauste. L'ordre initial de lancer l'opération fut donné à l'été 1942. L'objectif était double. Empêcher les ennemis du Reich de trouver des preuves compromettantes s'ils occupaient les territoires où les massacres avaient eu lieu et permettre à la propagande nazie officielle de nier, minimiser ou réinterpréter les événements. Les rapports, lettres et journaux de bord évoquant de prétendues évacuations vers l'Est et d'hypothétiques camps de travail forcés avaient déjà été soigneusement rédigés avec un langage codé afin d'éviter toute référence directe à l'extermination. Il était désormais temps d'éliminer les corps et toutes les preuves matérielles. Le nom de code 1005 ne révèle rien à première vue, comme tant d'autres codes bureaucratiques nazis. Il ne faisait aucune référence directe à l'extermination ou à la dissimulation. Il visait à préserver le secret de l'opération, même dans les documents internes. Blobel, en tant que commandant, disposait d'escouades spéciales composées principalement de Sonderkommandos, des prisonniers juifs contraints d'effectuer des tâches liées à l'élimination des cadavres. Ces groupes étaient envoyés vers d'anciens lieux d'exécution à l'Est, tels que des camps d'extermination abandonnés, des fosses communes, des ravins et des forêts, dans le but de déterrer les corps, de les empiler, de les brûler et de broyer les os, éliminant ainsi toute trace du crime. La procédure n'était pas uniforme partout. À certains endroits, des grilles en fer étaient improvisées à partir de voies ferrées, sur lesquelles les corps étaient placés pour être incinérés avec de l'essence ou du bois de chauffage. À d'autres, des fosses supplémentaires étaient simplement creusées, où les restes étaient brûlés et les cendres dispersées ou réinhumées.
Les témoignages des quelques survivants et témoins locaux décrivent la puanteur insupportable, les incendies incessants et le travail forcé auquel les prisonniers étaient soumis, sachant qu'ils seraient tués une fois leur travail terminé. L'opération 1005 a débuté dans des lieux relativement éloignés du front occidental et dans des zones sous contrôle allemand. Les premières répétitions ont eu lieu au camp d'extermination de Chelmno, en Pologne occupée où au moins 150 000 personnes avaient été assassinées. Elle a ensuite été étendue à Belzec, Sobibor et Treblinka, des camps qui avaient déjà rempli leurs fonctions et qui étaient fermés ou sur le point de l'être. Un par un, les lieux d'horreur ont été nettoyés, leurs structures détruites, leurs fondations arrachées et leurs terrains camouflés en simples terres agricoles ou en forêts vierges. Il en a été de même pour les grands sites d'exécution en Ukraine, en Biélorussie, en Lituanie et en Lettonie, où des milliers de fosses communes ont été vidées et incendiées. L'opération 1005 constituait également une tentative désespérée de réorganiser le récit historique depuis ses origines, privant les ennemis de l'Allemagne des outils nécessaires pour accuser le régime de génocide. Il ne suffisait pas d'assassiner des millions de personnes, il fallait aussi effacer les traces, les documents, les ruines, les tombes, les corps et bien sûr les témoins. Ce dernier aspect explique pourquoi tant de Sonderkommando furent exécutés à peine après avoir accompli leur mission et pourquoi les documents officiels de l'opération étaient rares, cryptiques et fragmentaires. Le caractère clandestin de l'opération n'empêcha cependant pas certains rapports de parvenir aux services de renseignement alliés, notamment par l'intermédiaire de la résistance polonaise, du gouvernement en exil ou des interceptions britanniques de messages cryptés. Mais l'ampleur des crimes échappait encore à l'imagination de beaucoup et les preuves concrètes restèrent rares. Ce n'est qu'avec la libération des camps en 1944 et 1945 et la collecte ultérieure de témoignages et de preuves que le monde a commencé à saisir non seulement le génocide commis, mais aussi la tentative systématique de l'effacer de la surface de la Terre. The Walking Dead, l'horrible incinération massive de cadavres dans les camps et les Sonderkommando. La tâche effroyable d'effacer les traces de l'extermination incomba à un groupe de prisonniers qui vécurent et moururent aux limites de l'imaginable. Les Sonderkommando étaient des prisonniers, principalement juifs, sélectionnés de force pour participer à la logistique des massacres. Leur rôle consistait à faire fonctionner les chambres à gaz, à extraire les corps, à extraire leurs dents en or, à leur couper les cheveux, puis à les brûler dans des crématoires. Avec l'arrivée de l'opération 1005, leurs missions s'élargirent. Ils durent exhumer et brûler des corps enterrés dans des fosses communes depuis des mois, voire des années. Le processus commença dans des endroits comme Chelmno, Treblinka, Sobibor et Belzec, des camps où les massacres avaient cessé car ils avaient été démantelés, mais où des dizaines de milliers de corps restaient enterrés dans des tranchées à ciel ouvert ou des fosses de fortune. Dans ces endroits, l'odeur de décomposition était insupportable et les conditions sanitaires étaient inexistantes. Les Sonderkommando devaient travailler à la main, avec des pelles, des crochets en fer, des cordes et des chariots de fortune pour retirer les corps décomposés qui étaient ensuite empilés et préparés pour l'incinération. La combustion n'était pas effectuée dans des fours industriels. Des méthodes plus rudimentaires, mais néanmoins très efficaces, étaient mises au point. L'une des plus courantes consistait à construire de grandes structures métalliques à partir de rails de chemin de fer posés sur des pierres ou des briques qui faisaient office de grilles géantes. Les corps étaient disposés en couches alternées avec du bois de chauffage et imbibés d'essence ou d'huile pour faciliter la combustion. Les feux de joie pouvaient brûler pendant des jours, constamment alimentés par de nouveaux corps. Dans des camps comme Treblinka, où l'on estime que 700 000 à 900 000 personnes ont été assassinées, la fumée de ces bûchers funéraires remplissait le ciel pendant des semaines. Les Sonderkommando n'étaient pas des volontaires, mais des Juifs qui voyaient leurs proches mourir chaque jour. Ils savaient donc que leur sort était scellé dès le départ. Les SS les utilisaient comme des instruments jetables. Après quelques mois de travail, ils étaient exécutés et remplacés par de nouveaux prisonniers dans un cycle de mort soigneusement conçu pour empêcher tout témoin survivant. Malgré cela, certains parvinrent à laisser des traces écrites de leur expérience, cachant journaux et lettres qui seraient retrouvés après la guerre. Parmi ces témoignages figure celui du Sonderkommando,
Zalman Gradowski, prisonnier d'Auschwitz, Birkenau, a secrètement écrit ses mémoires sur des bouts de papier et les a enterrés près des ruines du crématorium. Dans l'un de ses textes, il raconte « Nous, les morts-vivants, sommes témoins. Nos yeux ont vu ce qu'aucun homme ne doit jamais voir. Nos bras ont jeté au feu les corps de nos frères, de nos mères, de nos enfants. » À Auschwitz, où l'opération 1005 fut également mise en œuvre, l'ampleur du crime était encore plus grande. Au lieu d'exhumer les corps, on s'attacha à accélérer l'incinération des corps les plus récemment brûlés, les chambres à gaz fonctionnant presque jusqu'à la fin de la guerre. Les crématoires, conçus par la société Topf et Son, fonctionnaient jour et nuit, incapables de suivre le rythme des massacres. Par conséquent, les corps étaient souvent incinérés en plein air, dans de vastes fosses à ciel ouvert. L'efficacité de l'incinération de masse devint un objectif en soi. Des rapports internes analysèrent des facteurs tels que le type de corps, mince ou corpulent, l'âge, l'humidité des restes et l'utilisation optimale du combustible. Les corps les plus gras des femmes et des enfants étaient placés sous les plus maigres pour attiser les flammes. Le corps humain, transformé en unité d'énergie, devint une variable dans l'équation de l'extermination. Participation des Sonderkommando ne fut pas passive. Ils constituèrent véritablement l'épine dorsale de cette opération macabre. Bien que vivant sous la terreur, certains fomentèrent des rébellions. À Sobibor, un soulèvement en octobre 1943 conduisit à l'évasion de quelques 300 prisonniers, dont beaucoup furent capturés. À Auschwitz-Birkenau, le 7 octobre 1944, les Sonderkommando du crématorium 4 se révoltèrent, assassinant plusieurs SS et faisant exploser une partie du site. La répression fut brutale et tous furent exécutés, mais leurs actions demeurèrent un symbole de résistance au milieu de l'horreur absolue. À mesure que les Alliés avancèrent vers l'Est, l'opération 1005 devint plus précipitée. Dans de nombreux cas, les nazis ne parvinrent pas à terminer l'incinération des corps. Dans des endroits comme Majdanek ou la forêt de Rumbula, les Soviétiques découvrirent des tombes partiellement vidées, des ossements calcinés, des cendres et des effets personnels des victimes. Ces preuves allaient s'avérer cruciales lors des procédures judiciaires ultérieures. Les incendies de masse ont laissé des cicatrices physiques, mais aussi psychologiques. Les rares Sonderkommando survivants, comme Philipp Müller, qui a témoigné au procès de Francfort, ont décrit en détail les odeurs, la chaleur, les cris et le silence de mort qui régnait après chaque journée. Nombre d'entre eux ont déclaré que leur plus grande peur n'était pas la mort, mais celle de mourir sans avoir raconté ce qu'ils avaient vu. L'incinération massive de cadavres, perpétrée lors de l'opération 1005, représentait l'acte ultime de mépris de la vie humaine, accompli avec un cynisme absolu. Les nazis ont non seulement assassiné des millions de personnes, mais ont aussi cherché à anéantir leur mémoire physique, à effacer leurs restes, leurs visages, leurs noms, pour s'assurer que rien ne subsiste, pour s'assurer que personne ne puisse prouver ce qui s'était passé. Mais, ironiquement, c'est précisément dans cette tentative de dissimulation qu'ils ont laissé des traces indélébiles. Les tombes déterrées, les cendres, les ossements broyés, les témoignages enfouis et les survivants réduits au silence mais vivants. La première évacuation, vidange et transfert des camps de concentration vers des camps d'extermination ou des usines de travail forcés. Alors que l'armée soviétique progressait à l'est et que les forces alliées progressaient à l'ouest, le Troisième Reich comprit que l'encerclement était imminent. Le vaste et complexe système de camps de concentration et d'extermination commençait à s'effondrer sous la pression militaire. Mais loin de les abandonner, les nazis optèrent pour une stratégie de restructuration et de relocalisation qui répondait à la fois à une logique d'exploitation ultime du travail forcé et à la nécessité de dissimuler les crimes de génocide. Les camps situés en Pologne occupée, tels que Treblinka, Sobibor et Belzec, furent démantelés vers la fin de l'année 1943. Ces installations, conçues exclusivement pour le massacre, avaient déjà rempli leur fonction dans le cadre de la « solution finale ». Avec des centaines de milliers de victimes enterrées sur leurs terres, ils devinrent des sites critiques à nettoyer par l'opération 1005. Après l'incinération des corps et la destruction des structures, les terrains furent plantés d'arbres ou transformés en fermes. Des colons allemands furent même amenés pour simuler un semblant de normalité. Dans ces cas, il n'y eut aucun transfert de prisonniers, car presque tous avaient été assassinés auparavant.
Mais dans d'autres camps encore actifs, comme Auschwitz, Birkenau, Majdanek, Stutthof ou Gross-Rosen, la situation était différente. Des dizaines de milliers de prisonniers y restèrent, dont des Juifs, des Polonais, des Soviétiques, des Roms et d'autres minorités. L'ennemi étant aux portes, les SS commencèrent à évacuer progressivement ces camps, en utilisant des trains, des camions et des marches forcées pour déplacer les survivants vers l'intérieur du Reich, en particulier vers des installations industrielles ou des usines qui dépendaient du travail des esclaves pour soutenir l'effort de guerre. Les transferts n'étaient pas motivés par des considérations humanitaires ou logistiques. Bien au contraire, ils s'inscrivaient dans un plan systématique de liquidation et de dissimulation progressive. En déplaçant les prisonniers, les nazis cherchaient à éliminer les témoins, à réorganiser le système d'exploitation par le travail dans des zones plus sûres et à préparer la destruction totale des camps d'origine. Chaque évacuation impliquait également une sélection. Les malades, les faibles ou les personnes jugées inutiles étaient tués sur place ou abandonnés à la mort. Seuls les plus aptes physiquement étaient envoyés vers d'autres destinations, presque toujours vers des usines sous le contrôle des SS ou d'entreprises comme IG Farben, Krupp ou Siemens qui bénéficiaient directement du travail forcé. À Auschwitz, le vidage commença par étapes à la mi-1944 et s'intensifia en janvier 1945. Environ 60 000 prisonniers furent contraints de marcher dans des conditions extrêmes, par des températures négatives, sans nourriture, sans vêtements adéquats ni repos. Nombre d'entre eux furent abattus en chemin. Ceux qui parvinrent à arriver vivants furent redistribués dans des camps comme Mauthausen, Bergen, Belsen, Dachau et Buchenwald, qui devinrent les points de concentration définitifs durant les derniers mois du Reich. Camp de Majdanek, près de Lublin, la rapidité de l'avancée soviétique surprit les nazis. Le temps manqua pour détruire toutes les preuves ou évacuer tous les prisonniers. Lorsque l'armée rouge libéra le site en juillet 1944, elle trouva des milliers de chaussures, des montagnes de cheveux humains, des documents et des structures intactes, permettant ainsi de documenter immédiatement les crimes. Ce fut un coup dévastateur pour le récit du Troisième Reich. Dès lors, les évacuations depuis d'autres camps commencèrent à s'accélérer. Une dimension peu explorée de ces transferts est leur impact émotionnel et psychologique sur les prisonniers. Pour beaucoup, le transfert signifiait une nouvelle chance de survie. Pour d'autres, ce n'était qu'un pas de plus vers la mort. L'incertitude, l'épuisement et la brutalité des SS transformaient chaque déplacement en un véritable enfer. Des témoignages comme ceux de Primo Levi ou d'Elie Wiesel racontent l'horreur des voyages en train, surpeuplés, sans eau, sans air, entourés de cadavres, et la peur constante d'arriver dans un nouveau camp encore plus mortel. Dans d'autres cas, les camps vidés furent transformés en entrepôts, arsenaux ou abris militaires, dissimulant ainsi leur ancienne fonction. Certaines structures furent démolies, d'autres simplement abandonnées et camouflées. Dans des endroits comme Sobibor, par exemple, une petite ferme fut construite sur les ruines du camp. Des fosses communes furent rasées, des arbres replantés. L'histoire fut littéralement recouverte d'une couche de terre. Pendant ce temps, au cœur de l'Allemagne, le recours au travail forcé s'intensifiait. Le régime savait que la guerre était perdue, mais il continua à produire des armes, des obus, des pièces d'avion et des munitions. Dans des usines souterraines comme Dora Mittelbau, où étaient assemblés les missiles V2, des milliers de prisonniers transférés de camps déjà démantelés étaient mis à mort par le travail. Ces installations étaient aussi mortelles que les camps d'origine. Sans soleil, avec des quarts interminables et sans hygiène ni nourriture, l'espérance de vie n'était que de quelques semaines. Ce processus de transfert massif, loin d'être une évacuation humanitaire, constituait un moyen de prolonger le génocide sous de nouvelles formes. Il ne s'agissait pas de sauver les prisonniers, mais de continuer à comprimer leur corps et leur main-d'œuvre jusqu'à l'effondrement final. Les camps devinrent un système mobile et adaptable, évoluant au gré des reconfigurations des priorités stratégiques du Reich. En définitive, ce processus servit également l'objectif central de l'opération 1005. En vidant les camps et en redistribuant les prisonniers, les nazis purent entreprendre la destruction méthodique de chaque site. Avec moins de témoins, moins de corps frais, une activité moins visible, l'incinération des cadavres, l'explosion des chambres à gaz et l'éradication de structures entières devinrent plus discrètes et plus efficaces.
En ce sens, le transfert fut le prélude immédiat à une dissimulation. Ainsi, sous couvert de réorganisation tactique, la vidange des camps de concentration fut, en réalité, une nouvelle étape dans la conception d'une mémoire nulle, d'une histoire sans victime ni vestige, où le crime parfait semblait possible. Mais il ne le fut pas. Le chaudron de l'enfer, c'est ainsi que les chambres à gaz et les crématoires des camps les plus célèbres ont été dynamités et détruits. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, alors que les défaites du Troisième Reich s'accumulaient et que les armées alliées avançaient au cœur de l'Europe, le régime nazi lança l'une des opérations les plus cyniques et les plus calculées de toute sa machine d'extermination. La destruction systématique des chambres à gaz, des crématoires et autres installations utilisées pour le massacre de millions de personnes. Cette action n'était pas improvisée mais s'inscrivait dans le plan global de l'opération 1005, dont l'objectif était clair. Éliminer toute preuve matérielle du génocide des Juifs et des autres groupes persécutés par le régime. Depuis 1942, les camps d'extermination en Pologne occupée tournaient à plein régime. Treblinka, Sobibor, Belzec, Auschwitz, Birkenau et Majdanek étaient devenus de véritables usines de la mort, précisément conçues pour les meurtres en série. Les chambres à gaz étaient au cœur de ces centres. À Auschwitz, Birkenau, par exemple, il y avait 4 crématoires principaux, les 2, 3, 4 et 5, chacun dotés d'une chambre à gaz souterraine et de fours crématoires conçus pour incinérer les corps de milliers de victimes chaque jour. Cependant, à partir de 1944, avec l'effondrement imminent du front de l'Est, les autorités nazies commencèrent à démolir leurs propres créations. Les responsables directs de ces actions étaient des unités de la SS et du Sonderkommando 1005, une branche spécialisée dans l'effacement des traces des crimes de l'Holocauste. Leur travail consistait à faire exploser des structures, à écraser des os, à disperser des cendres et à camoufler le terrain jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien pour révéler ce qui s'était passé là-bas. À Treblinka, où entre 700 000 et 900 000 personnes furent assassinées, les démolitions commencèrent dès 1943, suite à une rébellion interne de prisonniers. Les nazis détruisirent les chambres à gaz à l'explosif, démantelèrent les barbelés, arrachèrent les voies ferrées, démolirent les baraquements et recouvrirent le site de couches de terre. Ils plantèrent ensuite des arbres et construisirent une petite ferme sur les vestiges du camp, cherchant à créer l'illusion que le camp d'extermination n'avait jamais existé à cet endroit. Le commandant Franz Stangl, capturé plus tard par le chasseur de nazis Simon Wiesenthal, avoua que cette dissimulation était une priorité directe du haut commandement. À Sobibor, suite à une révolte similaire de prisonniers en octobre 1943, le camp fut démantelé de la même manière. Les chambres à gaz furent détruites et la zone rasée. Comme à Treblinka, une ferme fut également installée sur le site. À Belzec, où environ 500 000 personnes furent assassinées, la même méthode fut appliquée. Destruction des installations, dissimulation des fosses communes et reboisement. Le cas d'Auschwitz-Birkenau, cependant, était plus complexe. Là, l'opération d'extermination ne s'arrêta complètement qu'en janvier 1945, quelques jours seulement avant l'arrivée de l'Armée rouge. Les nazis savaient qu'ils ne pourraient pas tout détruire, mais ils s'efforcèrent de minimiser l'impact de la découverte soviétique. Le 20 janvier 1945, les crématoires 2 et 3 furent dynamités par les SS, tandis que les crématoires 4 et 5 avaient déjà été incendiés, l'un d'eux suite à une rébellion du Sonderkommando. Les caches contenant des cheveux humains, des vêtements, des effets personnels et des documents furent également brûlés ou emportés. Malgré ces efforts, les soviétiques découvrirent des preuves accablantes, des ruines de crématoriums encore fumantes, des baraquements remplis d'effets personnels de victimes, des centaines de corps non enterrés et des prisonniers agonisants témoignant. La tentative nazie de rayer Auschwitz de la carte échoua non seulement, mais le site devint l'un des sites les plus emblématiques du génocide. À Majdanek, la rapidité de l'avancée soviétique à l'été 1944 empêcha toute tentative de dissimulation. La libération fut si soudaine que les chambres à gaz restèrent intactes et les entrepôts remplis d'objets volés aux victimes. Plus de 800 000 paires de chaussures, des montagnes de vêtements et des tonnes de cheveux humains furent retrouvés. La presse alliée, accompagnée de caméramens soviétiques, documenta grossièrement ces découvertes et ces images circulèrent dans le monde entier. L'impact fut immédiat.
et réfuta toute version officielle niant l'existence d'une extermination organisée. Les techniques utilisées pour démolir les camps de la mort étaient méticuleuses. Des explosifs étaient placés dans les fondations, de la dynamite dans les structures en béton, et le feu réduisait les restes en cendres. Lorsque cela était possible, les fragments d'os étaient broyés à l'aide de rouleaux mécaniques ou dispersés dans les champs voisins. Dans certains cas, des machines agricoles étaient utilisées pour aplanir le sol et effacer toutes les irrégularités. Des fosses communes étaient comblées et recouvertes de terre fraîche. Le paysage retrouva un semblant de normalité rurale, sans cris, sans fumée ni odeur de mort, mais à la place des arbres, des champs et du silence. Cette dissimulation matérielle s'accompagnait d'une politique du silence au sein de l'appareil bureaucratique nazi. Les documents relatifs au camp étaient systématiquement détruits. Les responsables reçurent l'ordre d'éviter toute référence directe à l'extermination dans leurs rapports. Le langage devint euphémique. On parlait de traitements spéciaux, de réinstallation, d'évacuation ou de solution finale. La machine du déni était enclenchée avant même la fin du génocide. Cependant, la dissimulation resta incomplète. Les ruines, malgré leur destruction, continuèrent de parler. Des traces chimiques dans les vestiges des chambres à gaz, les structures partiellement effondrées, les fondations calcinées et les fours brisés furent analysés après la guerre par des experts médico-légaux. De plus, les témoignages de survivants et de certains membres du Sonderkommando confirmèrent l'utilisation de ces espaces pour des meurtres de masse. Lors du procès de Nuremberg, ces preuves furent cruciales pour reconstituer le fonctionnement des camps. Dans sa tentative désespérée de dissimuler la vérité, le régime nazi a révélé l'une de ses caractéristiques les plus sinistres, sa volonté non seulement de tuer, mais d'effacer le crime lui-même, comme si les victimes n'avaient jamais existé. Le feu, les explosifs, le silence et la terre remuée étaient ses outils. Mais même la dynamite n'a pu effacer l'ampleur de la Shoah. Le crématorium intime, la destruction désespérée de documents, de bâtiments nazis et de preuves de l'Holocauste. Alors que la défaite du Troisième Reich devenait inévitable, les dirigeants nazis lancèrent une dernière phase de dissimulation délibérée. La destruction systématique de toute la documentation, archives, ordres écrits, registres comptables et structures physiques susceptibles de révéler l'ampleur du génocide perpétré sous l'euphémisme de la solution finale. Ce travail, partie intégrante de l'opération 1005, ne se limita pas au camp d'extermination. Il incluait également les bureaux ministériels, les centres administratifs, les usines d'armement et tout département d'État ou militaire ayant traité des questions liées au travail forcé, aux trains de déportation ou au massacre. Dès le début de l'année 1944, des ordres confidentiels du haut commandement, incluant des directives de Heinrich Himmler, Martin Bormann et Hitler lui-même, établirent l'urgente nécessité de nettoyer les traces administratives du génocide. C'est pourquoi tous les niveaux de l'appareil bureaucratique nazi reçurent l'ordre de détruire dossiers, correspondances internes, rapports opérationnels, listes de déportés et tout autre document pouvant relier directement le Reich aux crimes commis contre les Juifs, les Roms, les prisonniers soviétiques et autres victimes du régime. Les méthodes étaient aussi variées qu'efficaces. À Berlin, Cracovie, Varsovie, Riga, Vienne et dans d'autres villes administratives du Reich, des fours à charbon furent utilisés jour et nuit pour brûler des tonnes de papier. À Auschwitz, par exemple, avant l'évacuation du camp, les SS passèrent des journées entières à brûler les dossiers contenant les identités, les admissions, les transferts et les décès de centaines de milliers de prisonniers. Seule une partie fut sauvée grâce aux actions clandestines des Sonderkommando qui dissimulèrent les documents et les enterrèrent dans des bocaux ou des boîtes métalliques. Dans d'autres cas, des déchiqueteuses mécaniques furent utilisées, les dossiers furent immergés dans des réservoirs d'eau, dispersés dans tout le camp ou enterrés sous terre. Les machines à écrire furent détruites à coups de marteau, les sceaux officiels fondus et les dossiers les plus importants transportés loin du front pour être incinérés. L'objectif était clair, effacer toute trace écrite de la Shoah et, par conséquent, toute possibilité de recherches ultérieures permettant de reconstituer fidèlement les événements. Les ordres parvinrent également aux responsables du transport ferroviaire.
La Deutsche Reichsbahn, acteur clé de la déportation de millions de personnes vers la mort, tenait des registres détaillés sur les horaires, les destinations, le nombre de prisonniers par wagon, les coûts logistiques et même la facturation par personne transportée. Lors de l'effondrement du Reich, ses responsables reçurent l'ordre de brûler tous les dossiers relatifs au train de la mort. Malgré ces efforts, des fragments de correspondance entre la SS et la Reichsbahn survécurent et jouèrent un rôle déterminant lors des procès de Nuremberg pour démontrer la dimension organisationnelle de l'extermination. Cependant, la destruction ne fut pas uniquement documentaire. La démolition de bâtiments, d'installations auxiliaires, d'entrepôts et d'hôpitaux de camp fut également entreprise, en particulier ceux qui avaient servi de centres d'expérimentation médicale ou d'eugénisme. À Ravensbrück, Dachau et Auschwitz, plusieurs baraquements où des médecins tels que Joseph Mengele et Karl Kloberg avaient mené leurs expériences inhumaines furent dynamités ou incendiés. Dans ces lieux, les victimes avaient été soumises à des tortures déguisées en sciences. Stérilisation forcée, amputation, tests au gaz et expériences d'hypothermie. La suppression de ces structures visait à rendre impossible toute reconstitution judiciaire des événements. L'action T4, le programme nazi d'euthanasie qui a précédé l'Holocauste et servi de laboratoire aux techniques de meurtre de masse, ont également été détruites. Des milliers de documents relatifs au meurtre de personnes handicapées physiques ou mentales ont été éliminés en 1945. Nombre des auteurs de ces crimes ont cependant survécu à la guerre et se sont réintégrés dans la société allemande d'après-guerre, profitant du vide documentaire pour échapper à la justice. L'élimination des preuves était si méticuleuse qu'elle s'est étendue aux crématoires mobiles et aux unités de gazage utilisées dans les territoires occupés de l'Est, comme l'Ukraine, la Biélorussie et les États baltes. Ces unités, qui utilisaient des fourgons hermétiques dans lesquels on pompait du monoxyde de carbone pour assassiner les prisonniers, étaient mobiles par nature. Cependant, à la fin de la guerre, nombre d'entre elles ont été démantelées, leurs composants enterrés ou fondus. Les photographies, les rapports et les manuels d'utilisation ont presque entièrement disparu. La dissimulation impliquait également les auteurs eux-mêmes. Nombre d'entre eux furent poussés à disparaître ou à voir leur identité transformée. De hauts responsables SS reçurent de faux papiers, furent mutés sous de nouveaux noms et reçurent refuge dans des monastères, des zones rurales, voire sur des routes d'évasion vers l'Amérique latine et le Moyen-Orient, avec la collaboration de réseaux comme Odessa et les Ratlin catholiques. L'élimination des preuves matérielles allait de pair avec l'effacement des noms des individus afin d'éviter des témoignages compromettants ou de futures dénonciations. Cependant, malgré cette vaste opération de nettoyage, l'effort ne fut pas complet. L'immensité du dispositif génocidaire rendit impossible l'effacement absolu de toute trace. Dans des sous-sols oubliés, des bunkers effondrés ou des bâtiments abandonnés, des archives, des documents et des photographies survécurent. Des livres de comptes, des listes de transport, des registres d'injections létales et de la correspondance officielle furent découverts à Auschwitz. Des restes humains et des fragments des installations furent découverts à Chelmno. Et dans de nombreux villages d'Europe de l'Est, les habitants se souvenaient des noms des déportés, des trains de nuit, de l'odeur de la chair brûlée, du silence menaçant des champs. Par ailleurs, des milliers de survivants, d'anciens prisonniers, de partisans et de résistants portaient en eux le souvenir des crimes. Leurs témoignages, recueillis au cours des années suivantes, ont permis de reconstituer une partie de ce que les documents détruits tentaient de dissimuler. Lors du procès de Nuremberg, les preuves rassemblées ont suffi à condamner les principaux dirigeants nazis, même si une grande partie des archives originales avaient disparu. La destruction de documents et de preuves était, en fin de compte, un aveu de culpabilité silencieux. Le régime qui avait proclamé sa supériorité morale et raciale, celui qui se vantait de son ordre et de son efficacité, a eu recours, dans ces derniers jours, au feu et aux décombres, tentant de couvrir de cendres le plus grand crime de l'histoire moderne. Mais la vérité n'a pas brûlé avec les papiers. Elle persiste dans les récits, dans les ossements, dans les ruines et dans la conscience des gens. Et bien que les documents soient partis en fumée, l'histoire a été écrite d'une encre que ni la guerre ni l'oubli n'ont pu effacer. Sans témoins, les exécutions brutales de prisonniers survivants, de prisonniers politiques et de travailleurs forcés. Dans les dernières années du Troisième Reich, alors que la guerre était déjà définitivement perdue pour l'Allemagne,
et que les fronts s'effondraient les uns après les autres, les crimes du nazisme ne cessèrent pas. Au contraire, dans un ultime acte de brutalité et de désespoir, le régime intensifia sa violence contre ceux qui subissaient encore son autorité. C'est alors qu'une vague systématique d'exécutions de prisonniers survivants, d'opposants politiques, de prisonniers de guerre et de travailleurs forcés commença dans le cadre d'une ultime tentative pour effacer les témoins, réprimer les rébellions et empêcher la révélation des crimes. Dans les camps de concentration, de nombreux prisonniers ayant enduré des années d'enfermement furent sommairement assassinés dans les semaines et les jours précédant l'arrivée des Alliés. Le motif était aussi clair qu'atroce, les empêcher de témoigner de ce qu'ils avaient vécu. L'opération 1005, initialement destinée à détruire les traces matérielles de l'Holocauste, aboutit également à une annihilation humaine, au cours de laquelle des personnes furent éliminées pour effacer la mémoire vivante de l'horreur. À Auschwitz-Birkenau, par exemple, les archives montrent que, dans les premiers jours de janvier 1945, des centaines de prisonniers malades, invalides ou jugés non transférables furent exécutés en masse. Certains furent tués par injection mortelle de phénol directement dans le cœur. D'autres furent fusillés dans des cours isolés du complexe. Un sort similaire attendait les détenus de Gross, Rosen, Buchenwald, Stutthof, Ravensbrück, Neuengamme et Dachau, où les commandos SS décidèrent de tuer plutôt que de libérer. Dans de nombreux cas, il s'agissait d'exécutions improvisées et urgentes, perpétrées au rythme de l'avancée des Alliés. Les SS et la Gestapo ordonnèrent à leurs subordonnés de nettoyer rapidement les baraquements, en particulier ceux qui abritaient des témoins gênants. Prisonniers politiques, résistants, membres du clergé, médecins, intellectuels ou même des fonctionnaires allemands tombés en disgrâce pour avoir contesté le régime. La logique de ces meurtres n'était pas logistique mais politique et symbolique. La voix d'un témoin survivant pouvait être aussi dangereuse qu'une armée ennemie. À l'extérieur des camps, la situation était la même. Dans les usines d'armement, les mines, les usines chimiques, les tunnels ferroviaires et autres installations où le travail forcé avait été utilisé, les contremaîtres et officiers allemands recevaient également l'ordre d'exterminer les travailleurs forcés avant d'évacuer la zone. Des dizaines de milliers de personnes, notamment originaires de l'Est, comme des Ukrainiens, des Biélorusses, des Polonais, des Hongrois et des Soviétiques, furent fusillés à proximité des installations qu'ils avaient contribué à construire. L'objectif était de les empêcher de dénoncer les abus, les conditions inhumaines et les méthodes d'esclavage employées par l'industrie de guerre nazie. Dans certains cas, des manœuvres cruelles et trompeuses furent utilisées. Les prisonniers se voyèrent promettre la libération s'ils coopéraient à la destruction des archives ou des installations. Une fois leur travail terminé, ils étaient emmenés dans des arrière-cours, des forêts ou des fosses creusées à l'avance où ils étaient exécutés. Ce schéma se répéta dans de nombreux endroits, comme à Mittelbau-Dora, où furent fabriquées les fusées V2, ou à Mauthausen, où les carrières furent exploitées par la flagellation et la famine, et à Sachsenhausen, lieu d'expérience pseudo-scientifique. Dans l'Est occupé, des unités mobiles SS reçurent l'ordre d'éliminer les survivants des ghettos non encore liquidés. En Lituanie, en Biélorussie, en Ukraine et dans le sud de la Pologne, de petits groupes de Juifs cachés dans les forêts, les égouts ou les caves furent traqués et fusillés jusqu'au dernier jour de la guerre. Dans certains villages, les derniers survivants furent brûlés vifs dans leurs abris, en représailles ou par simple sadisme. Parmi les victimes figuraient également les Sonderkommando eux-mêmes, ces prisonniers contraints de faire fonctionner les chambres à gaz, de transporter les cadavres et de les brûler. Connaissant directement les mécanismes de l'extermination, les nazis savaient que leur témoignage serait accablant. C'est pourquoi, dans des camps comme Auschwitz et Sobibor, les Sonderkommando étaient périodiquement tués et remplacés par de nouveaux prisonniers, dans un cycle de silence et de remplacement. Ces derniers, conscients de leur sort, organisèrent des rébellions désespérées, comme ce fut le cas en octobre 1944 à Auschwitz, lorsqu'ils détruisirent l'un des crématoires avant d'être exécutés. Parallèlement, des prisonniers de guerre soviétiques et des opposants politiques allemands furent également exécutés. Dans des camps comme Kolditz, Bergen, Belsen et Flossenbürg, des exécutions extrajudiciaires d'officiers de l'armée rouge, de communistes allemands, de résistants français et tchèques, et même de déserteurs de l'armée allemande eurent lieu. Nombre d'entre eux furent pendus,
fusillés, voire matraqués. À mesure que les Alliés se rapprochaient, certains massacres prirent un caractère massif et désespéré. L'un des épisodes les plus emblématiques fut celui de Gardelegen en avril 1945. Là, les SS et les membres de la Volkssturm, milice civile allemande, rassemblèrent plus d'1 millier de prisonniers, pour la plupart des travailleurs forcés, et les enfermèrent dans une grange qui fut ensuite incendiée. Seuls quelques-uns survécurent à l'incendie ou aux tirs des gardes des sorties. Un autre cas brutal se produisit à Sandbostel, où les prisonniers furent contraints de creuser leur propre tombe avant d'être exécutés. Les soldats britanniques qui libérèrent le camp quelques jours plus tard décrivirent des scènes d'horreur absolue, avec des cadavres encore chauds et des outils abandonnés près des fosses. Ces exécutions ne répondaient plus à la logique d'extermination industrielle des années précédentes. Il s'agissait de meurtres chaotiques et frénétiques, fruits de l'effondrement du régime et d'une haine accumulée. Dans de nombreux cas, ces exécutions furent perpétrées par des officiers conscients de la défaite, mais qui s'accrochaient à l'idéologie nazie comme seule justification de leurs actes. Dans d'autres cas, les tueurs agissaient avec une froideur bureaucratique, exécutant les ordres sans poser de questions, avec la même obéissance dont ils faisaient preuve depuis 1933. Cependant, les crimes ne passèrent pas inaperçus. Dans nombre de ces scènes, les armées alliées découvrirent des tombes fraîchement creusées, des corps non enterrés, des vêtements fumants, du sang frais sur les murs et des instruments d'exécution éparpillés. Ces découvertes devinrent des preuves documentaires essentielles lors des procédures judiciaires qui suivirent la guerre. Le meurtre final des prisonniers ne constituait pas seulement un crime contre les personnes, mais une tentative délibérée d'anéantir la mémoire, d'enterrer la vérité avec les corps, afin d'empêcher que les bourreaux soient démasqués. Ce ne fut pas seulement un massacre, c'était l'aboutissement d'une politique d'anéantissement qui ne tolérait ni témoins ni rédemption. Derniers efforts, l'organisation et l'exécution sinistre des marches de la mort. Parmi les épisodes les plus dévastateurs et les moins bien compris de la fin du régime nazi figurent les marches de la mort, des évacuations forcées, inhumaines et souvent mortelles, au cours desquelles des dizaines de milliers de prisonniers des camps de concentration et d'extermination furent contraints de marcher pendant des jours, voire des semaines, vers l'intérieur du Reich, loin de l'avancée des armées alliées. Ces marches, qui commencèrent à s'intensifier fin 1944 et atteignirent leur paroxysme dans les premiers mois de 1945, reflétaient un régime préférant la mort à la libération de ses victimes. Les marches de la mort étaient organisées avec un seul objectif, empêcher les prisonniers de tomber aux mains des Alliés et révéler les crimes du système concentrationnaire nazi. Bien que les prétextes parlaient de transferts nécessaires ou d'évacuation pour des raisons de sécurité, il s'agissait en réalité de camps d'extermination mobiles, où la faim, le froid, la maladie et les balles tuaient des milliers de personnes chaque jour. La SS, en coordination avec l'administration centrale des camps, était principalement responsable de la planification et de l'exécution de ces marches. Les officiers recevaient des ordres directs de Berlin, souvent transmis par Heinrich Himmler lui-même, exigeant que les camps soient évacués rapidement et qu'aucun prisonnier ne tombe vivant aux mains de l'ennemi. Les marches étaient organisées de manière improvisée, sans nourriture ni eau en quantité suffisante, sans véhicules de soutien et dans des conditions météorologiques extrêmes. L'ordre était clair: avancer sans s'arrêter, tirer sur quiconque ne pouvait suivre ou tombait d'épuisement, et maintenir la colonne en mouvement à tout prix. Ceux qui trébuchaient, demandaient à se reposer ou abandonnaient, tout simplement étaient sommairement exécutés au bord de la route, à la vue de tous. Les corps étaient abandonnés ou à peine recouverts de terre, parfois dévorés par les animaux ou pillés par les villageois. L'un des cas les plus tragiques fut l'évacuation d'Auschwitz en janvier 1945, où environ 56 000 prisonniers furent conduits de force vers des camps comme Władysław et Gleiwitz, puis plus profondément en Allemagne. Par des températures atteignant moins 20 degrés Celsius, sans vêtements ni nourriture adéquats, des milliers de personnes moururent d'hypothermie, d'épuisement ou furent assassinées en chemin. Des témoins se souviennent de routes jonchées de cadavres, de fossés remplis de sang gelé et de colonnes fantomatiques de squelettes ambulants enveloppés de chiffons. Le cas de Gross-Rosen fut tout aussi dramatique.
plus de 40 000 personnes furent évacuées à pied en plein hiver vers Buchenwald, Dora, Mittelbau et d'autres camps. Nombre d'entre elles étaient des prisonniers politiques, des juifs hongrois et des prisonniers de guerre soviétiques. En chemin, les officiers SS, craignant les bombardements alliés, accélérèrent les marches à une vitesse infernale, entraînant la mort de milliers de personnes par fatigue extrême. Les marches n'étaient pas seulement physiques, mais aussi symboles de pouvoir et de terreur. Les nazis les utilisaient pour démontrer que, malgré leur agonie, ils gardaient le contrôle sur les corps et le destin de leurs victimes. Dans de nombreux villages, les habitants étaient contraints d'assister au passage des colonnes. Dans certains cas, on leur ordonnait de ne donner ni eau ni pain aux prisonniers. Ceux qui désobéissaient étaient sévèrement punis. Les images de ces colonnes, avançant dans la neige et la boue, laisseraient une trace indélébile dans la mémoire collective européenne. Dans certaines sections, les prisonniers étaient transportés dans des wagons à bestiaux, mais ce n'était pas un soulagement. Sans ventilation, sans eau et surpeuplés, beaucoup mouraient d'asphyxie ou d'écrasement. D'autres étaient enfermés pendant des jours dans des wagons fermés, mourant lentement. Lors de l'évacuation de Neuengamme, les prisonniers furent embarqués sur les navires Caparcona et Thielbeck, qui furent accidentellement bombardés par l'aviation britannique, faisant plus de 7000 victimes. La longueur de ces marches variait selon l'itinéraire à suivre ou le simple caprice des gardes qui les guidaient. Certaines s'étendaient sur des dizaines de kilomètres, d'autres sur des centaines. Certaines duraient des jours, d'autres plus d'un mois. Elles avaient toutes en commun la misère, le désespoir et un taux de mortalité extrêmement élevé. On estime que plus de 250 000 personnes ont péri lors de ces marches de la mort. Parmi elles se trouvaient des femmes, des enfants, des personnes âgées, des malades, des personnes déjà au bord de l'effondrement après des années d'enfermement et de torture. Souvent, les prisonniers ignorèrent leur sort. On leur annonçait qu'ils seraient libérés, transférés vers des camps meilleurs ou qu'ils étaient temporairement évacués. Certains marchaient dans l'espoir de survivre. D'autres, résignés à mourir, tentaient de rester en vie le plus longtemps possible. L'acte même de marcher devenait une forme de résistance car il permettait de supporter la douleur, de supporter la mort et, par conséquent, de supporter l'anéantissement. Pourtant, il y avait aussi des moments d'humanité au milieu de l'horreur. Dans certaines régions, paysans ou villageois jetaient du pain par les fenêtres, cachaient des prisonniers ou leur offraient secrètement de l'eau. Certains soldats, sachant la guerre perdue, laissèrent s'échapper de petits groupes ou abandonnaient tout simplement leur poste. Ces exceptions n'effacent pas la violence générale, mais elles démontrent que, même en enfer, des gestes de compassion existaient. Les marches se terminèrent par la libération progressive des camps par les Alliés. Arrivés à destination, de nombreux prisonniers furent abandonnés sans surveillance, enfermés dans des baraquements sordides ou emprisonnés dans des conditions tout aussi inhumaines. Dans certains cas, ce furent les soldats alliés eux-mêmes qui les trouvèrent, gelés, malades, affamés et à l'article de la mort. Les conséquences de ces marches furent dévastatrices. Outre le lourd bilan humain, elles laissèrent des cicatrices physiques et psychologiques indélébiles chez les survivants. Nombre d'entre eux perdirent des membres à cause des gelures, d'autres devinrent aveugles, muets ou subirent des traumatismes qui les accompagnèrent toute leur vie. Historiquement, les marches de la mort constituent l'un des témoignages les plus poignants du mépris absolu du régime nazi pour la vie humaine. Lors des procès de Nuremberg, elles furent présentées comme une forme d'extermination systématique comparable aux chambres à gaz et aux fosses communes. Les témoignages des survivants, les photographies prises par les armées alliées et les traces laissées par les charniers routiers sont devenus la preuve irréfutable de la brutalité du système nazi à ses derniers soubresauts. Les marches de la mort ont été la marche finale de millions de personnes vers l'oubli, orchestrée par un régime agonisant qui croyait encore pouvoir dominer ses victimes jusqu'à leur dernier souffle. Mais elles n'ont pas réussi à effacer les traces, à faire taire les cris ou à effacer les traces. Un coup porté au plan parfait, les perturbations alliées dans l'opération 1005. Alors que la guerre en Europe touchait à sa fin, les Alliés commencèrent à s'enfoncer davantage dans les territoires occupés par le Troisième Reich. À chaque kilomètre franchi, le voile de la barbarie nazie se levait, réduisant ainsi considérablement les chances du régime de mener à bien l'opération 1005.
Conçue comme une tentative désespérée d'éliminer les traces physiques du génocide, cette opération fut interrompue, contrecarrée et finalement démantelée par l'offensive alliée sous ses diverses formes, militaires, stratégiques et finalement symboliques. Fin 1943, alors que l'opération 1005 battait son plein en Pologne, en Ukraine et dans les États baltes, l'armée rouge lança sa contre-offensive. L'avancée soviétique força les SS à accélérer l'exhumation et la destruction des corps, notamment sur les sites où avaient eu lieu les massacres les plus massifs, comme Babi Yar, Ponary, Chelmno et Treblinka. Cependant, le rythme effréné du front de l'Est empêcha nombre de ces tâches d'être menées à bien. L'arrivée des Soviétiques dans des zones d'extermination clés, comme Majdanek en juillet 1944, marqua le premier coup dur porté à l'opération 1005. Contrairement à d'autres camps qui furent entièrement détruits, les nazis n'eurent pas le temps de détruire Majdanek. Les chambres à gaz, les baraquements, les entrepôts contenant les effets personnels des déportés et les crémations récentes furent laissés intacts ou à moitié démantelés. Cette découverte fut la première du genre, car les Soviétiques y trouvèrent des restes physiques, des corps non enterrés et des preuves documentaires qui rendirent impossible toute poursuite de la négation du génocide. Les images de Majdanek, filmées par des caméramans soviétiques et diffusées à l'échelle internationale, ont choqué le monde. Pour la première fois, des preuves irréfutables étaient apportées de l'existence de camps d'extermination et du massacre de Juifs, de prisonniers de guerre, de résistants et de Roms. La propagande nazie tenta de les discréditer, mais les témoignages et les preuves étaient si accablants qu'ils marquèrent un avant et un après. Le même sort s'abattit sur d'autres camps à l'Est. À Belzec, Sobibor et Treblinka, la destruction était plus avancée. Les camps avaient été démolis entre 1943 et 1944, et des arbres avaient été plantés ou de fausses fermes érigées sur leurs ruines pour dissimuler leur existence. Cependant, l'urgence avec laquelle l'opération 1005 fut exécutée laissa d'importantes failles. Des restes humains étaient encore visibles sous la surface, des ossements émergeaient de la terre retournée par les pluies, et les fosses communes étaient trop vastes pour disparaître complètement. De plus, les Soviétiques saisirent des documents abandonnés lors de la retraite allemande, des rapports incomplets, des cartes des camps, des listes de transport et même des fragments de correspondance entre les autorités du Reich. Bien que les nazis aient tenté de brûler ou de déchiqueter toutes les preuves écrites, l'effondrement rapide du front de l'Est empêcha leur destruction totale. Ces documents allèrent jouer un rôle essentiel dans la reconstitution du cadre logistique et administratif de la Shoah dans les années qui suivirent. Pendant ce temps, sur le front occidental, les Britanniques, les Américains et les Français commencèrent également à libérer les camps de concentration et les camps de travail forcé. Souvent, ils arrivèrent quelques heures ou quelques jours seulement après l'évacuation allemande, rendant les tentatives d'effacement des preuves encore plus précaires. Les corps étaient encore entassés, les crématoires fumaient, et les prisonniers survivants vivaient dans des conditions éloquentes. L'un des cas les plus choquants fut celui de Buchenwald, libéré par les troupes américaines en avril 1945. Bien que les nazis aient tenté de détruire les preuves et d'évacuer les prisonniers, les restes des corps, les crématoires et le système de répression subsistaient. Les soldats américains documentèrent l'horreur. Ils filmèrent, photographièrent et enregistrèrent chaque détail. Certains commandants, choqués par ce qu'ils virent, forcèrent les civils des villes voisines à visiter les camps, pour les confronter à une réalité que beaucoup prétendaient ignorer. Un phénomène similaire se produisit à Bergen-Belsen, libéré par les Britanniques. La scène était si bouleversante, avec des milliers de cadavres non enterrés, des patients en phase terminale et une odeur insupportable, que les officiers alliés refusèrent même d'utiliser les bâtiments du camp comme logement militaire. L'opération de nettoyage fut massive et, pendant des semaines, des fosses communes furent creusées pendant que les crimes étaient documentés. À Dachau, Mauthausen, Flossenbürg, Dora, Mittelbau et dans d'autres camps situés sur le territoire allemand, les perturbations causées par l'opération 1005 furent encore plus visibles. Les Allemands n'avaient plus le contrôle de leurs propres itinéraires d'évacuation. Le chaos régnait au sein de la SS et de nombreuses unités prirent la fuite, laissant les camps en désordre. Cette rupture dans la chaîne de commandement permit aux Alliés de découvrir des preuves cruciales.
des dossiers administratifs au corps conservés dans des chambres froides ou des tombes fraîchement enterrées. Les perturbations n'étaient pas seulement militaires, mais aussi testimoniales. À mesure que les survivants étaient libérés, ils commencèrent à raconter ce qu'ils avaient vu et souffert. Ces témoignages, recueillis par des journalistes, des soldats, des médecins, puis par des enquêteurs, constituèrent une source irréfutable de preuves humaines qu'aucune opération de dissimulation ne put effacer. Les commissions alliées chargées de documenter les crimes de guerre, comme la Commission des droits de l'homme des États-Unis, Nation Guerre Crime Commission et l'armée américaine, Guerre Crime Branch, a travaillé contre la montre pour recueillir des rapports, prendre des déclarations, rassembler des documents et préserver les structures restantes des camps avant qu'elles ne soient démolies par le temps ou par des actes de vengeance. L'effondrement final du Reich a révélé que malgré un plan de dissimulation sophistiqué, l'opération 1005 avait échoué dans son objectif fondamental, que le monde apprenne ce qui s'était passé. Les fosses communes ne purent être entièrement vidées, les fours ne purent dissimuler la fumée, et les voix des survivants s'élevèrent au-delà du silence que les meurtriers cherchaient à imposer. Les interruptions alliées de l'opération 1005 n'étaient pas seulement logistiques, mais aussi morales et symboliques. À chaque camp libéré, à chaque document récupéré, à chaque prisonnier sauvé, une part de vérité était rétablie et la tentative d'effacer le génocide était brisée. Ce que les nazis avaient tenté de dissimuler ou de réduire en cendres fut retrouvé par l'histoire, préservé dans les archives, les musées et les témoignages. Le châtiment final, l'importance des preuves de l'opération 1005 lors des procès de Nuremberg. Les procès de Nuremberg, qui se sont déroulés de novembre 1945 à octobre 1946, ont marqué un moment historique où la communauté internationale a officiellement reconnu les crimes commis par le régime nazi. Parmi les innombrables preuves présentées, celles liées à l'opération 1005 ont joué un rôle crucial pour démontrer la préméditation, l'organisation et l'ampleur du génocide, ainsi que les tentatives délibérées des nazis pour le dissimuler. Dès les premiers jours des audiences, les procureurs alliés ont présenté des documents saisis, des photographies aériennes, des plans des camps d'extermination et des témoignages de survivants qui témoignaient non seulement du massacre systématique, mais aussi des efforts déployés pour éliminer les traces matérielles de ces crimes. L'opération 1005 a été révélée comme la phase finale de la « solution finale », destinée à détruire toute preuve pouvant impliquer les dirigeants nazis et leurs collaborateurs. L'un des aspects clés fut la présentation de rapports techniques et d'ordre direct émanant des plus hautes sphères de la SS et du gouvernement allemand. Parmi ceux-ci figuraient notamment les ordres signés par Heinrich Himmler et d'autres officiers responsables qui indiquèrent clairement la nécessité d'exhumer les tombes, d'incinérer les corps et de détruire les crématoires. Ces documents démontraient que l'opération n'était pas improvisée, mais un plan méticuleux impliquant des milliers d'officiers, d'ingénieurs, de soldats et de prisonniers de force. L'accusation présenta également des photographies prises par l'aviation alliée et les troupes de libération, montrant les résultats incomplets et ratés de l'opération 1005, des tombes encore visibles, des terrains perturbés et des structures partiellement démolies. Ces images étaient essentielles pour contextualiser les récits oraux des survivants et confirmer la véracité de leurs témoignages. Les témoignages des Sonderkommandos, prisonniers juifs contraints de participer à l'exhumation et à la crémation des corps, revêtaient une importance particulière. Ces récits poignants décrivaient non seulement l'horreur quotidienne à l'intérieur des camps, mais aussi les conditions extrêmes et les menaces constantes sous lesquelles ils devaient mener l'opération 1005. Leur valeur résidait dans le fait d'offrir un point de vue unique de l'intérieur sur l'ampleur du génocide et les manœuvres de dissimulation. Par ailleurs, le tribunal a entendu de nombreux survivants des marches de la mort et des évacuations de camps, qui ont témoigné de la brutalité avec laquelle les ordres de destruction de preuves et d'élimination des prisonniers étaient exécutés. Leurs déclarations ont confirmé que l'opération 1005 visait non seulement à effacer les traces physiques, mais aussi à liquider les témoins vivants de l'horreur. Les accusés, parmi lesquels Rudolf Höss, commandant d'Auschwitz, et d'autres officiers SS de haut rang, ont tenté de minimiser ou de nier leur implication directe dans ces opérations. Cependant, l'énorme quantité de preuves, de témoignages et de documents a démenti toute tentative de défense. Dans plusieurs cas, les accusés ont reconnu leur implication,
décrivant en détail les étapes de l'opération et leurs responsabilités. La présentation de l'opération 1005 lors des procès a eu un double impact. D'une part, elle a démontré le caractère systématique et la conscience criminelle du régime nazi dans la planification et l'exécution du génocide. D'autre part, elle a démontré la volonté de dissimuler et de détruire des preuves, une démonstration claire de culpabilité et une tentative d'échapper à la justice. Ces procès ont également créé un précédent historique en droit international. La destruction de preuves de crimes de guerre et de génocide était considérée comme un acte criminel en soi, et les responsables de tels actes pouvaient être poursuivis et condamnés. L'opération 1005 n'était donc pas seulement une tentative avortée de dissimuler la vérité, mais aussi une preuve essentielle pour la condamnation de ses auteurs. Après les procès, une grande partie des preuves recueillies lors de l'opération 1005 et de ses interruptions a été conservée dans des archives, des musées et des centres commémoratifs dédiés à la préservation de l'histoire de la Shoah. Cette documentation a également permis aux générations futures de comprendre l'ampleur du crime et l'importance de la mémoire historique.